à tous, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon expérience aux côtés des étrangers puisque je fais partie d'une association bénévole qui leur apprend le français pour les aider à s'intégrer dans le pays. Pour moi, je pense que c'est la base de connaître la langue pour s'intégrer dans un pays. Donc je vais vous raconter mon expérience. Pour ne rien oublier, j'ai mis ça sous forme de questions auxquelles je vais répondre. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. D'où viennent les étrangers ? Alors, à l'association, on a 16 nationalités différentes, ce qui représente 45 apprenants. Après, évidemment, dans la ville, il y a plus de 45 étrangers. Dans la ville, les étrangers, ça représente 7,7% de la population. On est 15 000 habitants. Et donc, dans ces 16 nationalités différentes, il y a des personnes qui viennent d'Afrique. C'est notamment des Soudanais. On a des personnes aussi qui viennent du Moyen-Orient, de l'Asie centrale, de l'Amérique latine aussi, de l'Europe. Alors on a une qui vient de Roumanie et une qui vient d'Autriche. Europe de l'Est, forcément, avec l'Ukraine. Comment intègre-t-il l'association ? Alors l'association est en relation avec la Croix-Rouge et France Travail. La Croix-Rouge, c'est celle qui accueille les étrangers qui ont vraiment besoin d'aide. Donc il va y avoir les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants. Et j'ai oublié aussi les exilés. Donc, quand la Croix-Rouge accueille ces gens, elle se met en contact avec l'association et elle dit, bon bah voilà, il y a une famille qui va arriver, est-ce que c'est possible qu'ils intègrent les cours de français ? Alors soit c'est possible, soit c'est pas possible, c'est en fonction de la place qu'on a. Et voilà, bon bah si on a la place, on accueille, si on n'a pas la place, ils sont sur liste d'attente. Ensuite, pour France Travail, il y a des gens qui s'inscrivent à France Travail, sauf qu'ils ne parlent pas forcément français, donc pour trouver du travail, c'est un peu compliqué. Déjà qu'avec France Travail, trouver du travail, c'est le parcours du combattant. Alors imaginez quand vous ne parlez pas français. Donc France Travail, pareil, contacte l'association et dit bon bah voilà, il y a cette dame-là qui ne parle pas forcément français, est-ce que c'est possible de la prendre en charge ou pas ? Et il y a aussi des étrangers qui intègrent l'association par eux-mêmes. Pareil, si c'est possible, on les accepte. Si c'est pas possible par manque de place, bah, ils peuvent être sur liste d'attente. Après, il y en a qui font tout un bazar, on va dire, pour absolument intégrer les cours de français. Et donc ils insistent. Et au bout d'un moment, quand il y a une place qui se libère, eh ben on leur dit oui, voilà, maintenant c'est possible, il y a une place. Ils viennent pas. Je comprends pas c'est quoi l'objectif. Sont-ils réellement motivés pour apprendre le français ? Alors oui, il y en a qui sont vraiment très très motivés et il y en a qui en ont que faire d'apprendre le français. Après, je pense que quand on arrive dans un pays qu'on compte y vivre malgré soi, ou que ça vient de notre part, qu'on veut y vivre, je pense qu'il faut mieux prendre des cours de langue. En fait, je ne vois pas trop comment on peut bien s'intégrer, bien se sentir quand on ne parle pas la langue du pays. Parce que dès que tu veux faire quelque chose, si tu ne parles pas un minimum la langue, ça peut devenir très compliqué. Donc voilà. Et puis, de toute façon, moi, je pense que, si tu as un minimum de jugeote, oui, tu prends des cours de langue parce que, justement, maintenant, il y a l'examen civique que doivent passer. Alors pareil, c'est pas pour tout le monde. Il y a des exceptions, mais il y a un examen civique qui est mis en place depuis le 1er janvier 2026. Bon, je vous en parlerai un peu plus tard, mais voilà. Donc je pense que même si ce n'est pas obligatoire pour tout le monde de prendre des cours de français, je pense qu'il est quand même mieux d'en prendre. Ceux qui sont obligés de prendre des cours de langue, c'est ceux qui signent le contrat d'intégration républicaine. En fait, ils signent ce contrat une fois qu'ils ont le titre de séjour. Et dans ce contrat, il y a écrit qu'ils s'engagent à... alors, je ne sais plus comment c'est écrit, si c'est ils s'engagent à prendre des cours de français ou s'ils s'engagent à obtenir un tel niveau de langue, je ne sais plus trop comment c'est écrit. Sinon, pour les autres, il n'y a rien en soi qui les oblige à prendre des cours de français. Il y en a qui sont vraiment motivés et il y en a vraiment à qui je tire mon chapeau. Par exemple, j'ai un élève qui est en France depuis très peu de temps, depuis 3-4 mois, et qui parle... français quasiment couramment. Et je crois qu'avant d'arriver en France, il ne parlait pas un mot français. Il a appris le français déjà en venant en cours, en étant assidu, avec des vidéos YouTube, avec des vidéos TikTok, et dès qu'il a la possibilité de travailler son français, il le fait. Il y a aussi des gens qui, malgré leurs difficultés au début, où pour eux le français c'est très 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 compliqué, mais qui ne lâchent rien et voilà, au bout d'un moment, les efforts finissent par payer, le travail finit par payer et qui parle aujourd'hui un français plus ou moins correct. J'avais une élève qui au début n'arrivait pas à se comprendre, n'arrivait pas du tout à se comprendre sans passer par le traducteur.
Donc c'était ultra compliqué. Quand elle a commencé à faire du bénévolat, elle s'est améliorée en français, mais quelque chose de limite de spectaculaire. Et voilà, et maintenant elle se débrouille plus ou moins bien en français et je trouve ça génial de voir l'évolution. Après, il y en a qui ont des difficultés et qui vont pas faire plus d'efforts que ça et qui vont soit abandonner les cours de français, parce qu'il a été le cas de son mari d'ailleurs, qui lui est venu 2 fois en cours de français. Pour lui, le français c'est très compliqué, du coup il cherche pas à l'apprendre. Il y en a qui lâchent dès le début et c'est dommage, et il y en a qui n'essaient même pas quoi. Donc bon. Après, il y a des gens qui parlent plus ou moins bien français, mais qui ne viennent pas en cours pour se perfectionner alors qu'ils sont inscrits, mais viennent en cours quand ça leur chante. Bon, voilà, oui, il y en a qui sont réellement motivés, il y en a d'autres qui ne le sont pas, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à apprendre le français? Alors oui, évidemment. C'est sûr que ceux qui parlent espagnol, l'apprentissage du français est beaucoup plus simple que quelqu'un qui parle russe ou quelqu'un qui parle arabe. C'est sûr que pour les hispanophones, c'est vraiment plus simple, puisque la langue se ressemble, puisqu'on a les mêmes bases, puisque les règles de grammaire sont quasiment les mêmes. Après, pour ceux qui viennent d'Afrique, comme on a colonisé pas mal là-bas, il y a certains qui apprennent déjà le français quand ils sont à l'école, quand ils ont la chance d'aller à l'école, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et donc qui arrivent déjà en France avec quelques bases et un petit niveau. Donc pour eux aussi, ça va être un peu plus simple. Il y en a qui, le français dans leur pays est une des langues parlées, donc ça aide aussi. Et donc il y a des Africains qui arrivent avec, en sachant quasiment parler français couramment. Après, il est évident que ceux qui ont le plus de difficultés, ce sont les Arabes, ceux qui parlent arabe, qui n'ont jamais entendu un mot français avant d'arriver en France, qui n'ont jamais appris l'alphabet latin. Donc oui, pour eux, c'est très compliqué. Si en plus à ça vous ajoutez l'âge, il est évident que quelqu'un qui arrive en France à 60 ans n'a pas les mêmes facilités à apprendre le français que quelqu'un qui a 20 ans. Donc l'âge joue aussi, et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas demander le même niveau à tout le monde. Peut-on établir des profils types d'apprenants en fonction des origines? Non. Non. Après, il est vrai que les Africains ont du mal à être à l'heure. Ça, c'est compliqué pour eux. Et on a beau leur dire en France, quand c'est 8h, c'est 8h, c'est pas 8h15, voire 8h30, ils ont du mal. Franchement, ils ont du mal à respecter l'heure. C'est dans leur culture et je dis pas qu'ils ne font pas l'effort d'arriver à l'heure, je sais pas, c'est en eux. Ou alors si, ils vont vraiment faire l'effort pendant 2-3 cours où ils vont être ponctuels, mais après, ils arrivent en retard. Mais après, hormis ça, on ne peut pas établir de profil type. On ne peut pas dire cette nationalité-là, les gens ne veulent pas apprendre le français, alors que cette nationalité-là sont vraiment motivés. Ça dépend des personnes. Pareil, on ne peut pas dire cette nationalité-là, les gens sont méchants, cette nationalité-là, les gens sont gentils. Après, je dois dire qu'à l'association, il n'y a pas eu, moi en tout cas, je n'ai pas eu affaire à de personnes méchantes. Comment se passent les cours? Bien. Non, mais pour vous expliquer un peu, donc il y a plusieurs groupes. Il y a 6 groupes actuellement, de 5 à 6 personnes. Voilà, c'est des petits groupes. Et en cours, ça se passe comme nous quand on allait en cours d'anglais ou en cours d'espagnol. C'est la même chose, on fait des compréhensions orales, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Je vous cache pas que l'expression écrite, ils aiment pas trop ça, quoi. Quand il faut écrire en français, c'est pas leur moment favori. Après, pour le nombre d'heures, c'est 2 fois 2 heures dans la semaine. Donc ça dépend, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça dépend des disponibilités des bénévoles. C'est les bénévoles qui choisissent leur créneau. Après, évidemment, parce qu'il y a des personnes qui bénéficient des Restos du Cœur. Et les Restos du Cœur, c'est aussi... là, je crois que c'est le lundi après-midi, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, imaginons que c'est le lundi après-midi, donc il faut prendre en compte que le lundi après-midi, pour faire les courses, c'est compliqué, donc il faut mieux choisir un autre créneau. Alors moi, au début, je faisais des cours sur plein de sujets, sur par exemple la fête des mères, sur les réseaux sociaux, voilà, des sujets vraiment de tous les jours finalement. Et là, depuis janvier 2026, je les prépare à l'examen civique. Pour vous parler de l'examen civique, c'est un examen qui a lieu sous forme de QCM. Il y a 40 questions, si je ne dis pas de bêtises, et il faut choisir entre la réponse A, la réponse B, la réponse C, la réponse D. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il faut 35 bonnes réponses
je crois, sur 40 pour réussir. Alors il y a 5 thématiques qu'il faut connaître. Alors il y a les principes et valeurs de la République, le système institutionnel et politique, droits et devoirs, histoire, géographie et culture et vivre dans la société française. Donc 5 thématiques avec plusieurs sujets à l'intérieur. Et cet examen est nécessaire pour pouvoir obtenir une carte de séjour pluriannuelle, une carte de résident ou la naturalisation française. Alors comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde ne doit pas le passer. Là encore, il y a des exceptions. Encore une fois, soit on le fait pour tout le monde, soit on le fait pour personne. Mais alors, qui doit le passer? Tout étranger non européen qui fait une première demande de titre de séjour pluriannuel. Et certains étrangers ne sont pas concernés par l'examen civique, les bénéficiaires de la protection internationale et les ressortissants de pays tiers relevant de certains accords bilatéraux. Ce que j'en pense, franchement, je trouve que c'est compliqué. Alors qu'on leur fasse passer un examen, je suis entièrement d'accord. Tu viens dans le pays, il est évident que tu dois connaître certains fondamentaux. Maintenant, il y a des questions, franchement, que même nous, Français, on ne sait pas. La première fois que j'ai lu les questions, il y en avait plein, je ne savais pas y répondre, comme quelle est la journée internationale de l'Union européenne? Je ne savais même pas qu'il y avait une journée internationale de l'Union européenne. Alors j'ai vu, forcément, quand cette nouvelle est sortie sur les réseaux, les gens dire oui, mais c'est normal qu'on leur fasse passer un examen civique et tout. Et moi, j'écrivais que oui, bien sûr, je suis d'accord, mais il est vraiment compliqué. Il y a des questions que même nous, on ne sait pas. Et les gens n'étaient pas très cool avec moi. Parce que, comme d'habitude, les gens commentent beaucoup, mais ne s'intéressent pas plus que ça au sujet, donc parlent sans savoir. Mais du coup, je vous invite à regarder à peu près quelles sont les questions qu'on compte leur poser. Et vous allez voir que ouais, c'est un peu exagéré quand même. Y a-t-il assez de bénévoles? Pas du tout. Non, il n'y a pas assez de bénévoles. Il y en a même moins. Il y en a qui ont quitté le navire. C'est pour ça qu'on ne peut pas intégrer tout le monde parce qu'il n'y a pas assez de bénévoles et on ne peut pas faire des groupes de 30. Les cours sont-ils gratuits pour tout le monde? Alors oui, en France, les cours sont gratuits pour tout le monde. Et je pense qu'on devrait faire payer les cours à ceux qui pensent que c'est à la carte. C'est pas parce que c'est gratuit que tu as le droit de venir quand ça te chante. Non. Parce que on vient, on prépare un cours. Préparer un cours, ça prend du temps. Et on donne de notre temps gratuitement. Donc je pense que la moindre des choses, c'est de respecter le bénévole et de venir en cours. Après, évidemment, il peut y avoir des absences dues à un rendez-vous à la CAF, par exemple. Là, ok. Quand c'est justifié, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est parce que finalement, tu as décidé de partir en vacances, non. Donc moi, je suis pour faire payer, je sais pas, par exemple, entre 2 euros, 5 euros, l'absentéisme, mais à tester, à voir si du coup les cours sont pris plus au sérieux. Parce que je peux vous assurer qu'il y en a le nombre de cours où ils sont absents, ça commencerait à représenter un budget. Donc voilà ce que je ferais. Mais en tout cas, oui, les cours sont gratuits. Peuvent-ils bénéficier des cours à vitam aeternam? Je sais que j'avais entendu que dans les règles de l'association, non. À partir du moment où ils ont un certain niveau, ils doivent quitter et laisser leur place. Mais après, je crois que c'est pas mis en œuvre parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps déjà. Et moi, par exemple, mon groupe, ils ont vraiment un très bon niveau de français. Donc non, je crois que cette règle n'est pas mise en place. Bon, comme des tas de règles, hein, finalement. Parles-tu parfois des sujets délicats et si oui, peux-tu donner tes opinions librement? Oui, encore heureux, oui. Je pense que c'est très important de garder sa liberté d'expression, surtout dans un pays comme le nôtre. Il est certain que le jour où on me dit « Écoute, tu peux pas parler de ça, tu peux pas parler de ça et tu peux pas donner ton avis », je prends mes affaires et je m'en vais. Après, évidemment, chacun donne son opinion dans le respect. Après, oui, je fais un peu attention à ce que je dis parce que voilà, ça fait partie aussi du respect envers la personne, de faire attention à ce qu'on dit. Mais moi, en tout cas, non, je m'empêche pas de dire ce que je pense sur certains sujets. On peut parler sur la religion, exprimer nos opinions. D'ailleurs, je l'ai fait avec une de mes apprenantes qui est musulmane, où je lui dis que moi, je ne comprenais pas comment on pouvait faire notre vie par rapport à une religion. Elle ne comprend pas comment on peut faire sa vie sans avoir de religion. Et donc voilà, et après, c'est dans le respect, on accepte la vision des choses de l'autre. Après, oui, il y a un jour où le ton est un peu monté, mais bon, toujours dans le respect. Parce que je trouve qu'elle se victimisait un peu, dans le sens où elle disait non mais il n'y a que les Noirs qui ont du mal à trouver du travail en France à la sortie de leurs études, qui ont du mal à trouver un stage. Et
Et je lui disais, mais non, pas du tout, c'est la même chose pour tout le monde. Et elle en démordait pas, que c'était uniquement que les personnes noires. C'est compliqué pour tout le monde, malheureusement. Il y a eu aussi un autre cours où on parlait des enfants qui étaient à l'école et les enseignants qui leur demandaient une question, je sais plus laquelle, je crois sur les parents ou je sais plus trop quoi, et où elle disait non mais il y a qu'aux familles musulmanes, qu'aux familles de noirs qu'on demande ça, et l'arménienne disait mais non, moi aussi on me l'a demandé, c'est pour tout le monde pareil. Donc voilà, donc oui, il y a un peu ce truc de victimisation, et non, moi je dis, voilà, je vais pas me taire, dire oui tu as raison pour que ça fasse plaisir, pour pas faire de vagues, pour pas paraître raciste, ça n'a rien à voir avec le raciste, hein, qu'on soit clair. Comment les bénévoles réagissent face à l'absentéisme des apprenants? Je vous cache pas que des fois c'est compliqué, que des fois oui il y en a ras-le-bol, que comme je vous dis on donne de notre temps gratuitement, donc on attend en retour d'être respecté. Et venir en cours, c'est une forme de respect. Donc celle qui est vraiment en relation avec la Croix-Rouge communique sur ça avec la Croix-Rouge en leur disant un tel n'est pas venu en cours, ça fait 2 semaines qu'il vient pas. Et la Croix-Rouge s'occupe de ça en leur disant bah, il faut aller en cours, c'est important. Il y a aussi du coup celle qui est en relation avec la Croix-Rouge qui des fois les convoque en leur disant bah, faut venir en cours, voilà. C'est vraiment épuisant de faire entre guillemets la chasse à l'absentéisme. Il y a eu des excuses vraiment ridicule. Par exemple, bah oui, désolé, on n'est pas venu en cours parce qu'il pleuvait dehors. Il y a aussi des fois, les personnes ne viennent pas en cours parce qu'elles préfèrent dormir. Par exemple, ça fait la sieste l'après-midi, donc ça ne peut pas venir en cours de français, vous comprenez bien. Je connais pas toutes les excuses qui ont pu être dites, mais je sais qu'une fois une bénévole a dit je pourrais écrire un livre sur toutes les excuses ridicules qu'on m'a sorties. Aime-t-il la France? Alors en tout cas, dans tous les apprenants qu'on a à l'association, en tout cas, ils la respectent. Après, il y en a qui n'aiment pas trop la France pour son climat. Enfin, surtout que moi, je suis en nord-ouest, donc le climat, c'est pas trop ça. Donc quand vous avez des personnes qui viennent du Soudan où il doit faire 40 degrés facile une bonne partie de l'année et qu'elles arrivent là où l'hiver il pleut tout le temps, il fait froid. Après, évidemment, il y a des gens qui sont reconnaissants envers ce que la France leur offre. Alors là, il y en a qui vont me dire non mais qu'est-ce que la France leur offre? C'est qui vont me dire non mais tu m'étonnes, pour eux c'est trop la belle vie en France. Non. Personne n'a raison sur ce point. Alors non, ce n'est pas la belle vie pour eux, financièrement parlant, déjà. Ils ont une aide sociale, mais ce n'est pas toutes les aides sociales possibles et inimaginables comme on peut l'entendre à la télé. Certes, il y a des aides sociales qui se cumulent, mais c'est pas toutes les aides sociales qui existent. Après, oui, ils sont pris en charge par l'État, du coup. Quand ils arrivent, certains sont logés à l'hôtel, le temps qu'on leur attribue une ville. Quand ils arrivent dans la ville, ils sont pris en charge par la Croix-Rouge. Et là, on leur prête des appartements ou des maisons. Ça dépend combien ils sont. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je sais que, en tout cas, il y a une de mes apprenantes qui doit payer 40 € entre guillemets de loyer pour participer on va dire, au système. Ils peuvent bénéficier des restos du cœur, enfin des associations comme ça, des cours de français gratuits. Et d'ailleurs, j'ai une de mes apprenantes qui m'a dit mais si la France m'aide, je dois aussi l'aider en retour. Si la France me donne de l'argent, je dois lui rendre son argent en achetant des choses dans les magasins. Je dois aussi l'aider en faisant du bénévolat. Et elle a parlé avec des Ukrainiens qui lui ont dit mais pourquoi tu fais du bénévolat? Profite du système, fais comme nous. Elle était outrée par ce discours et on va dire que les Ukrainiens, c'est pas trop ses amis du coup. Donc il y en a, oui, qui aiment la France, qui sont reconnaissants envers elle et d'autres, malheureusement, c'est une réalité aussi, qui sont là pour profiter du système. Mais encore une fois, je pense que ça dépend de la mentalité de chacun. Et on peut pas faire, comme je disais tout à l'heure, de profil type. Après, oui, il y a des étrangers qui dorment dehors, malheureusement. Mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste. On n'a plus la place, en fait. À un moment donné, c'est bien beau de dire oui, il faut accueillir les étrangers. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. On peut pas laisser des gens vivre des situations abominables. Mais après, il faut aussi être réaliste. On n'a plus la place de les accueillir. Alors, est-ce qu'on les accueille et on les laisse dormir dehors? Ou est-ce qu'on met un frein, ou en tout cas on contrôle notre immigration pour offrir un toit à tous ceux qu'on accueille? Quitteront-ils la France quand ça ira mieux dans leur pays? Oui, certains oui, mais après je les comprends. Je me mets à leur place, c'est-à-dire que si moi demain il y a la guerre en France et que je dois quitter le pays, parce qu'on est comme ça là en train de dire non, moi demain s'il y a la guerre en France je reste ici, c'est mon pays et tout, attendez d'y être. Mais bon bref, pour en revenir à ceux qui quitteront la France, oui, je me mets à leur place et si moi je dois quitter la France parce qu'il y a la guerre, je serai la première à revenir en France dès qu'il y aura la paix. Voilà. Et il y en a qui, dès que la guerre sera terminée dans leur pays, y retourneront.
c'est pas pour autant qu'ils seront pas reconnaissants envers la France. Et d'autres qui resteront, ça c'est propre à chacun aussi. Et on n'est pas dans la situation, on ne peut pas juger. On ne sait pas ce que c'est de quitter son pays qui est en guerre. On ne sait pas ce que c'est d'avoir peur tous les jours de se prendre une bombe sur la tête. Je pense que la guerre est tellement terrible en fait qu'on ne peut pas parler en disant moi je ferai ça, moi je ferai pas ça, moi je resterai. On ne sait pas. T'es-tu déjà senti en danger avec un apprenant? Oui. Ça arrivé qu'une seule fois en 3 ans, je pense que ça fait 3 ans que j'y suis. Ça arrivé qu'une seule fois. Cette personne-là ne m'inspirait pas du tout confiance. J'avais peur de me retrouver seule avec lui. Alors sur le moment, je ne savais pas pourquoi j'avais peur. C'est juste que je le sentais pas, je n'étais pas rassurée. Non, je sais pas, j'étais pas rassurée quoi. Finalement, après j'ai su qu'il était violent, c'était quelqu'un de violent. Physiquement, il frappait ses colocataires, qui étaient pourtant des Soudanais comme lui. Et la Croix-Rouge a juste déplacé le problème. Ils l'ont envoyé dans une autre ville. Mais pour moi, c'est juste déplacer le problème. Avantage et inconvénient d'être bénévole. Ah bah l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas payé. Mais bon, on le sait quand on rejoint une association bénévole. Après, les avantages, c'est de côtoyer des gens qui viennent d'un peu partout. C'est très enrichissant, culturellement parlant. Et aussi, ça permet de relativiser. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a des problèmes, que c'est la fin du monde, qu'on a une vie pourrie. Et après, tu relativises et tu te dis, non mais attends, moi je suis dans mon pays, il y a la paix, je peux quand même sortir librement, je risque pas de recevoir une bombe sur la tête, j'ai de l'argent, je vais pas péter de thunes non plus. Mais bon, je travaille, je gagne de l'argent. Je peux faire entre guillemets ce que je veux. Donc ouais, ça permet vraiment de relativiser et c'est pour ça quand je vois des gens qui se créent des problèmes, qui n'ont pas de problèmes financiers, qui n'ont pas de problèmes de santé, où tout va bien dans leur vie et qui sont là à se créer des problèmes, et que toi à côté tu côtoies des gens qui fuient leur pays parce que soit ils sont menacés de mort, soit parce qu'il y a la guerre, qui n'ont plus de famille, tu te dis mais vas-y arrête avec tes problèmes à 2 balles en fait. Les étrangers détestent-ils l'ERN? Je vais vous surprendre, mais pas tant que ça. Pas tant que ça parce que sur le point de vue de l'immigration, ils sont d'accord avec Jordan Bardella et du coup Marine Le Pen quand ils disent que tu respectes la France, tu respectes les règles, tu t'intègres, tu restes. Tu ne respectes pas la France, tu ne t'intègres pas, tu fais n'importe quoi, c'est dehors. Ils sont d'accord avec ça. On en a parlé une fois parce que Jordan Bardella venait dans la ville et elles m'ont toutes dit, j'avais que des filles à ce moment-là, elles m'ont toutes dit mais il a entièrement raison sur ce sujet-là. Tu respectes pas la France, tu dégages en fait. Et ceux sur les réseaux sociaux qui disent que le RN sont contre les migrants, sont racistes, voilà. Côtoyez des étrangers et vous allez voir qu'ils tiennent le même discours que Jordan Bardella sur l'immigration. Mais il y en a qui écoutent ce que disent le RN et qui se font leur propre avis sur ce parti-là. Et je pense que c'est du bon sens de demander à respecter les règles. En fait, c'est du bon sens de demander à être en sécurité dans son pays. Et même les étrangers veulent être en sécurité dans le pays qui les accueille. Et c'est pour ça que garder des gens sur le territoire qui sont dangereux, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, par rapport à ça, petite précision, ce n'est pas parce qu'on est sous OQTF qu'on est quelqu'un de dangereux. Je connais des personnes sous OQTF qui ne sont absolument pas dangereuses. Il y a plusieurs raisons pour être sous OQTF. Après, c'est normal qu'on a cette idée de OQTF égale personne dangereuse parce qu'évidemment, à la télé, la majorité de ceux qui récidivent ont une OQTF. Donc c'est pour ça que les gens font le lien OQTF, personne dangereuse. Mais non, ce n'est pas toujours le cas. Après, force est de constater que les OQTF, obligation de quitter le territoire français, faudrait appeler ça autrement, parce que là, c'est pas du tout une obligation. Après, tant mieux quand c'est des gens qui ne sont pas dangereux et qui ont une OQTF. Et en final, pourquoi avoir cette OQTF-là? Vraiment, il y a des fois, on ne comprend pas pourquoi les personnes sont mises sous OQTF. Donc là, tant mieux que ce soit pas une obligation. Mais quand c'est des gens dangereux, non, il faut que l'obligation soit mise en œuvre, quoi. Et c'est pour ça qu'aussi je pense qu'il ne faut pas mettre dans le même panier les personnes dangereuses qui représentent un vrai danger pour la population et les personnes qui ont une OQTF pour une autre raison. Je pense qu'on doit appeler ça autrement. Est-ce qu'on peut réellement cohabiter? Oui, je vais dire oui, mais ça peut être compliqué. Oui, parce qu'à partir du moment où il y a du respect, je pense que c'est faisable. Après, force est de constater qu'avec les Africains, notre culture n'est pas la même. Plus particulièrement avec les Africains musulmans, notre culture est archi différente, donc je pense que ça peut être compliqué.
Mais en soi, oui, on peut cohabiter. C'est faisable, quoi. Alors pourquoi je dis que c'est compliqué? Parce que leur religion dicte leur vie. Notamment, j'ai lu un discours sur l'homosexualité où j'ai cru être au Moyen-Âge et où là, tu te dis, ah ouais, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, entre guillemets, enfin la même ouverture d'esprit, même par rapport à la place de la femme dans la société, le fait de porter le voile pour pas exciter les hommes. Ça, c'est une musulmane qui me l'a dit. Hein. Elle ne comprenait pas pourquoi nous, on ne portait pas de voile. Voilà, on est complètement différents. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est un peu compliqué de cohabiter. Après, on se respecte et du coup, ça le fait. Ça le fait quand même. Les médias disent-ils la vérité? Bien sûr que non. Non, en fait, je trouve que l'immigration, en fait, c'est un sujet très, très compliqué. Trop compliqué. Et donc à la télé, on a quand même simplifié grandement les choses. C'est simple, on a dit la droite, vous êtes les méchants, vous êtes contre l'immigration. À gauche, vous êtes les gentils, vous êtes pour l'immigration. En fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas je suis pour, je suis contre. Non. C'est, je pense, en tout cas pour moi, pour m'être intéressée vraiment au sujet. Ah oui, c'est ça, l'un des avantages, c'est que grâce à cette association-là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet de l'immigration et à comprendre que la télé disait pas toujours la vérité. Grande surprise. Et du coup, oui, je me suis vachement intéressée au sujet. Et même en m'y intéressant vraiment de près, j'ai pas encore tout compris. Parce que c'est tellement compliqué. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus simple dans le système. Pourquoi maintenant on simplifie pas les choses? Ça, c'est une autre question. Ça ferait aussi des économies, ça simplifierait la vie de tout le monde. Mais bon, voilà. Et donc, oui, c'est un sujet très compliqué. Et je pense que les médias le simplifient parce que tout simplement, bon, déjà, ça permet de diviser les gens. Et aussi parce que si vraiment on en parlait dans les moindres détails pour que les gens puissent vraiment avoir la vérité, puissent vraiment comprendre les choses, on monopoliserait toutes les chaînes de télévision, ou en tout cas au moins 3 chaînes de télévision. Moi, si ça tenait qu'à moi, les règles que je ferais, déjà, c'est au lieu d'avoir 300 000 organismes pour gérer la paperasse des demandes des étrangers pour avoir leur papier ou autre chose, je ferais qu'un seul organisme. Ça fait des économies, ça simplifie les choses. Ensuite, quand un étranger arrive en France, déjà, on contrôle notre immigration. On doit absolument savoir qui rentre dans le pays et qui y reste. Ensuite, je pense qu'il faut une immigration au mérite. C'est-à-dire, quand ils arrivent en France, on sait qui est cette personne. On les autorise de suite à travailler. On leur donne 6 mois, 1 an pour trouver du travail. Si sur cette période-là, ils n'ont jamais travaillé, eh bien, tu ne peux pas rester en France. Maintenant, c'est bien beau de demander à ce qu'ils trouvent un travail. Encore faut-il qu'il y en ait. Pour cela, on fait revenir les entreprises qui ont délocalisé, on rouvre les entreprises qui ont fermé et on simplifie aussi les choses pour ceux qui montent leur propre entreprise. Voilà. Comme ça, plus de gens, je pense, oseraient créer de l'emploi et ça permettrait aussi aux gens de trouver du travail plus facilement, français ou étranger. Ensuite, on exige un niveau de langue, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'âge. Il est évident que quelqu'un qui a 60 ans, on ne peut pas lui demander le même niveau que quelqu'un qui a 20 ans. Et forcément, casier judiciaire vierge, respecter les lois, s'intégrer. Et voilà, donc là, tu as tout ça, tu restes. Si tu n'as rien de tout ce que je viens de dire, tu pars. Voilà. Et j'invite vraiment les gens à s'intéresser de plus près à l'immigration, de sortir de ce truc de médias, de CNews, de BFM TV, mais vraiment de s'intéresser au sujet. Moi, j'ai lu le rapport de la Cour des comptes, je parle avec les étrangers. J'ai lu aussi un autre article qui provient d'une source sûre. J'ai pas terminé, mais voilà. Et notamment, grâce au rapport de la Cour des comptes, j'ai vraiment pris conscience que l'immigration représentait un coût quand même pour la France. Et oui, ça fait beaucoup d'argent. Mais c'est pour ça qu'on peut faire des économies en simplifiant l'administration. Rien que ça, déjà, je pense que ça ferait beaucoup d'économies. Aussi, du coup, si on leur permet de trouver du travail dès qu'ils arrivent, on peut arrêter les aides sociales. Il y a moyen de faire des économies, en fait. Mais bon, faut changer les règles. Être bénévole, c'est être de gauche et être pour l'immigration. Pas forcément, j'en suis la preuve vivante. Je suis de droite, je l'assume entièrement. Je pense avoir une politique de bon sens. Évidemment que j'ai envie d'accueillir la planète entière parce que c'est vraiment pas normal qu'il y ait des femmes qui finalement n'existent pas en tant que telles, comme en Afghanistan, en Arabie Saoudite. Même si en Arabie Saoudite, j'ai vu un documentaire et
c'est en train de changer progressivement, mais c'est en train de changer. Mais voilà, c'est pas normal que des populations vivent une guerre depuis des années et des années. Il est évident que, humainement parlant, j'ai envie d'accueillir la planète entière. Et donc oui, pour revenir à ça, non, être bénévole, ce n'est pas forcément être de gauche. Être bénévole, c'est juste vouloir aider ceux qui en ont besoin. Et ceux qui vont dire, parce qu'on m'a déjà dit ça, non mais t'es de droite, impossible que tu respectes les étrangers, les pauvres, je les plains. Non mais attendez, le respect c'est une question d'éducation, c'est pas une question de parti politique. Je les respecte autant qu'ils me respectent. Ce n'est pas parce qu'on est de droite qu'on est contre l'immigration, qu'on n'aime pas les étrangers, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Donc les raccourcis comme ça, en attendant je suis peut-être de droite, mais j'aime les étrangers et je pense que beaucoup de gens de gauche ne le font pas et n'ont pas du tout envie de le faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. Je l'espère en tout cas et j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et mets un j'aime.